Imaginez un instant que toute la vie sur Terre, l'humanité y compris, fasse en fait partie d'un seul et même cerveau géant. C'est une idée assez folle, on est d'accord, mais c'est la théorie radicale d'Howard Bloom qu'on explore aujourd'hui, l'idée du cerveau global. On entend beaucoup cette idée en ce moment, n'est-ce pas? Qu'avec Internet, des milliards d'esprits se connectent et que ça forme une sorte de conscience planétaire, un gigantesque système nerveux pour la Terre. C'est une image assez parlante à notre époque. Mais et si ce n'était pas du tout une nouveauté? Si ce grand cerveau n'était pas une invention récente, faite de silicium et de fibres optiques, mais quelque chose de bien plus ancien, de biologique. Un projet en cours, en fait, depuis le tout début de la vie. C'est dans cette histoire qu'on va plonger. Alors, explorons ça. L'idée d'un cerveau mondial ancestral. L'argument de fond, c'est que la nature a créé des réseaux d'information bien avant nous. On parle de plusieurs milliards d'années d'avance. Et franchement, ces méthodes sont bien plus sophistiquées que tout ce qu'on a pu inventer. Cette façon de voir les choses, elle vient complètement bousculer une des bases de la théorie de l'évolution. Ça suggère que, depuis le départ, les êtres vivants n'ont jamais été des créatures solitaires. Ils auraient plutôt été des pièces, des modules, au sein d'une immense machine à penser et à créer collectivement. Mais pour bien comprendre cette théorie, il faut d'abord parler de son principal adversaire, l'idée qui domine complètement la biologie moderne et qui, à première vue, rend ce cerveau global impossible. Et cette idée, c'est celle du gène égoïste. On l'a tous plus ou moins en tête, l'idée que chaque être vivant est programmé pour une seule chose, la survie de ses propres gènes. Chaque action, même un acte d'altruisme, ne serait en fait qu'une stratégie cachée pour que nos gènes se propagent. Dans ce monde-là, la coopération à grande échelle, ça n'a pas vraiment de sens. Le débat, il est donc là, très clairement. D'un côté, on a la sélection individuelle. C'est la compétition de tous contre tous, la survie du plus apte au niveau personnel. Et de l'autre, on a une idée qui a longtemps été mal vue, la sélection de groupe. L'idée que la nature peut aussi favoriser les groupes les plus coopératifs, ceux qui fonctionnent le mieux ensemble, même si ça demande des sacrifices à certains individus. Bon, assez de théorie. Allons voir les preuves. Pour trouver les traces de ce premier cerveau global, il va falloir remonter le temps. Très, très loin. Bien avant les humains, bien avant les dinosaures. On parle des tout premiers organismes vivants sur Terre. Et là, l'échelle de temps est juste vertigineuse. Le fait de se mettre ensemble, ce n'est pas une invention récente du vivant. Ça remonte quasiment aux premières minutes de l'univers, quand les particules ont commencé à s'agréger. Et il y a 3,5 milliards d'années, nos plus lointains ancêtres, les bactéries, formaient déjà de véritables sociétés. Pensez-y une seconde. La métaphore est incroyable. Le tout premier Internet, il était biologique. Bien avant nos câbles, il y avait des réseaux de signaux chimiques. Et bien avant nos serveurs, il y avait des colonies de milliards de bactéries qui bossaient ensemble. Et attention, ce n'était pas juste un amas de cellules, c'était un système de traitement de l'information. Les bactéries s'envoyaient des messages, elles s'échangeaient des bouts de gènes, un peu comme on s'enverrait des mises à jour logicielles pour contrer une nouvelle menace. Elles formaient un véritable esprit collectif, capable de réinventer son propre code pour survivre. Bon, ce système d'échange de gènes, c'était génial pour les bactéries. Mais quand la vie est devenue plus complexe, avec des animaux, des plantes, un problème est apparu. Le code génétique s'est retrouvé comme verrouillé à l'intérieur de chaque cellule. Il fallait donc trouver une nouvelle méthode pour partager l'information, un nouveau logiciel pour le cerveau planétaire. Et c'est là qu'intervient le concept de mème. Alors non, pas les images de chats sur Internet, on parle ici du concept original, une unité d'information, comme une idée ou un comportement, qui se propage non pas par les gènes, mais par l'imitation. Il saute d'un cerveau à l'autre. Et dans la nature, les exemples sont absolument fascinants. Une pieuvre peut apprendre à avoir peur de quelque chose juste en regardant une autre pieuvre paniquer. Des petits poissons, les guppies, peuvent changer de partenaire juste pour imiter le choix d'une femelle à la mode. Le savoir n'est plus coincé dans l'ADN. Il devient viral. D'accord, mais comment tout ça s'organise? Comment est-ce qu'un groupe d'individus qui sont aussi en compétition les uns avec les autres peut fonctionner comme une seule et même intelligence? La clé, c'est un concept vraiment puissant. Ça s'appelle un système adaptatif complexe. Le nom a l'air un peu barbare, mais en fait, on en est entouré. Une fourmilière, c'en est un. Notre système immunitaire aussi. Ou même une économie. Ce sont des machines à apprendre, faites d'individus qui coopèrent et rivalisent en suivant des règles simples et qui produisent une intelligence de groupe bien supérieure à la somme de ses parties. Et ces machines à apprendre, elles fonctionnent toutes sur un algorithme de base, un principe qui sonne presque biblique. En gros, le système récompense massivement le succès et il punit très durement l'échec. Décortiquons un peu ça. Des individus essayent de résoudre un problème. Mettons, trouver de la nourriture. Celui qui réussit est récompensé. Il a plus de ressources, un meilleur statut social et donc plus de chances de se reproduire. Ceux qui échouent, eux, sont mis sur la touche. Et le résultat de tout ça, c'est le groupe entier qui apprend et qui retient les stratégies qui marchent.
Et ce côté punition, il n'est pas juste social, il est biologique. Une célèbre expérience assez terrible l'a montré. On prend 2 rats qui reçoivent exactement les mêmes chocs électriques. Sauf que le premier a un levier pour les arrêter. Il reste en pleine forme. Le second, lui, n'a aucun contrôle. Et il devient une véritable épave. Ulcère, système immunitaire à plat. Son corps, en sentant son impuissance, a déclenché ses propres mécanismes d'autodestruction. Et c'est là que tout se connecte. Pourquoi est-ce que le rejet social fait si mal? Pourquoi est-ce qu'on cherche tant la reconnaissance des autres, un certain statut? Eh bien parce que ces émotions si puissantes, ce sont en fait les circuits électriques de cette machine à apprendre. Elles sont là pour nous pousser à réussir, à coopérer, à nous intégrer, comme des petites pistes dans le grand cerveau global. Ce qui nous amène à une dernière question absolument vertigineuse. Si toute la vie sur Terre, nous y compris, forme un immense système qui apprend en permanence, qui récompense le succès et punit l'échec pour s'améliorer en tant que collectif, alors quel est le prochain grand problème que ce cerveau planétaire est en train d'essayer de résoudre? La question reste ouverte,